Aujourd'hui, c'est vous qui prenez les commandes de l'épisode puisque vous avez voté sur les réseaux sociaux pour élire les 3 meilleurs films de Quentin Tarantino. Nous commenterons votre classement et vous donnerons le nôtre avec plein d'infos exclusives sur le réalisateur de Pulp Fiction. Sunlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Voici les clapeurs du jour. Notre première clapeuse est une productrice qui... Ah bah non, elle est pas là, notre clapeuse. Elsa s'étant réveillée avec quelques symptômes, n'a pas pu venir pour nous faire part de son classement des meilleurs films de Tarantino. On n'a pas voulu faire prendre de risques à l'équipe, donc elle est restée isolée chez elle. Pas d'Elsa Morel, un clapeur en moins aujourd'hui, mais c'est dommage. Mais en tout cas, lui, le prochain clapeur, lui est bien là. C'est un journaliste qui, depuis Once Upon a Time in Hollywood, a décidé de s'acheter un lance-flamme. Autant vous dire qu'on craint que par accident, il nous recrame Notre-Dame. C'est Gabriel Thibault. Et très content d'être là et je pleure l'absence d'Elsa, on perd la meilleure d'entre nous. Et voilà, elle est brave mais elle reviendra, vous inquiétez pas. C'est pas forcément le corona, hein, c'est juste des symptômes. Enfin, nous retrouvons donc une clapeuse journaliste qui un jour s'est réveillée enterrée vivante dans un cercueil. Autant vous dire qu'elle en est vite sortie et a cassé la gueule de tous ceux qui l'avaient mis là-dedans. C'est Julia Solence. Avec mon sabre, exactement. Ton sabre et ta tenue jaune. On reviendra là-dessus sur Kill Bill qui va peut-être faire partie de ce top 3 parce qu'aujourd'hui c'est vous qui avez décidé sur les réseaux sociaux avec le @clap5 d'élire les 3 meilleurs films de Quentin Tarantino parmi une filmographie de 10 films en tout. Est-ce qu'on peut les citer ces 10 films? Allons-y Gabriel et Julia, tous ensemble tentons de les citer. On commence du coup le premier Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Le deuxième Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ensuite on a Jackie Brown. Jackie Brown. Ensuite nous avons Kill Bill. Kill Bill, je crois. Je croyais que c'était Boulevard de la Mort juste après. Non, Jackie Brown. Non, c'est après. C'est après on Kill a, Bill. on a deux. Bon, on peut les On a citer pas un doute sur forcément les dans dates. l'ordre, Ouais, mais il y a un petit doute Boulevard sur de la Mort, Ouais. Kill Bill 1 et 2, Once Upon a Time in Hollywood, c'est le plus récent, Les 8 Inglourious salopards, Bastard. Inglourious Bastard, Jackie Django Brown, on l'a Unchained. dit, je crois, Django Unchained, Pulp Fiction, Kill Bill. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour, je crois qu'on les a tous cités. On n'a rien oublié, donc parmi tous ces films-là, qui sont quand même aujourd'hui des films cultes, Quentin Tarantino, c'est un réalisateur qui fait beaucoup parler. Et ben, on vous a donc demandé sur les réseaux sociaux quels étaient ces 3 meilleurs films. Vous avez voté, ça crée un ordre, et vous allez voir que vous avez eu, j'ai l'impression que c'est divisé Tarantino. Autant quand on a fait Nolan, il y avait ça se jouait, il y a la première et deuxième place, ça jouait de peu, mais c'était assez clair les films. Là, les 3 films étaient, ça s'est joué d'assez peu, donc c'est assez marrant et un classement assez surprenant. Ça aurait été étonnant qu'un concours sur la filmographie de Tarantino divise pas quand même. Hein. C'est vrai que Tarantino, mais en même temps parce que tous ces films, il a fait beaucoup de films qui sont reconnus comme étant bons, et c'est ça qui fait que Bon ça... et culte aussi. Ouais. Bon et culte, c'est vrai qu'il en a pas mal. Et on verra, peut-être je vous poserai la question plus tard, quel est le pire film de Tarantino pour voir si Aïe. il y a aussi des petites tensions là-dessus. Mais commençons directement, je vous propose de commencer avec la 3e place, le troisième meilleur film de Quentin Tarantino selon vous, selon les auditeurs, c'est donc Django Unchained, sorti en 2013, écrit par Quentin Tarantino et réalisé par Quentin Tarantino. Gabriel, est-ce que ça te surprend ce choix ou pas? Alors, ça ne me surprend pas, même si je suis toujours un peu triste de le voir aussi haut, parce que... Oula, ça tacle déjà. On en reparlera plus tard, mais c'est vraiment un film avec lequel j'ai un peu de mal. Non, mais je pense que tu peux nous dire dès maintenant. Très bien, en fait, Django, pour commencer, je comprends tout à fait pourquoi les gens l'aiment bien. Parce que tout ce qu'on a déjà dit sur Django, la prestation des acteurs, les décors, l'intensité des scènes, le choix de la musique, il y a énormément de qualités de cinéma qui font que même moi, quand j'étais au cinéma, j'étais vraiment claqué. Rappelons que c'est avec Jamie Foxx, Christophe Waltz, Samuel L. Jackson, DiCaprio, Samuel L. Jackson, un casting effectivement. Mais les castings de Tarantino sont toujours 3 étoiles en général. Mais par contre, je trouve que il manque par rapport aux autres films de Tarantino, il manque une ironie. C'est-à-dire que je trouve que Django est extrêmement manichéen et premier degré. Et je trouve qu'on a des méchants vraiment très méchants, un gentil vraiment très gentil. On n'a jamais une distance qui est prise par rapport à Jamie Foxx, qui est tout le temps iconisé comme le noir super badass, qui vient redresser les torts, etc. Le héros qui vient faire exploser la plantation. Et Tarantino avait toujours réussi à mettre une touche de second degré, une touche de recul qui permettent d'avoir des films plus ambigus sur le plan moral. Et par exemple, même dans Once Upon a Time in Hollywood, finalement, Au nom de la paix, ces 2 vieux acteurs un peu redneck
blanc tradit du vieux cinéma qui crame des hippies au lance-flammes. Mais même, oui, dans le film, le personnage de Brad Pitt, en soi, il est très. On a un doute s'il a tué sa femme oui, voilà. ou pas. Il est pas tout blanc, tout noir. Et donc, du coup, on n'a pas le Tarantino qui nous tient par la main pour nous dire qui sont vraiment les criminels et qui sont vraiment les gentils. On a toute une galerie, et d'ailleurs c'est ce qui faisait la force de Pulp Fiction, c'était qu'il y avait une ambiguïté morale sur la fin, sur qui était auprès de qui on devait prendre en empathie, qui est-ce qu'on devait prendre en distance. Et dans Django il n'y a pas ça. Django, c'est un film extrêmement terre-à-terre, extrêmement premier degré. Moi, pour un Tarantino, désolé, ça me déçoit. Donc, je n'aime pas Django. Ça attaque le Django. Julia, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Gabriel ou pas? Je trouve que c'est un très bon argument. Je suis pas forcément d'accord parce que j'aime beaucoup ce film, mais je trouve que c'est un super argument. Mais c'est aussi le film le plus engagé de Tarantino, hein, parce que c'est un sujet quand même très touchy, qui a toujours été touchy, surtout aux États-unis. Et c'est vraiment. En interview, il dit que justement, il voulait se frotter à ça. Donc peut-être qu'il n'avait justement pas il avait peut-être la volonté de pas qu'il n'y ait pas cette ironie qu'il y a dans ses autres films. Mais c'est vrai que du coup, ça enlève un petit peu sa patte. Je suis d'accord, mais ça ne m'étonne pas du tout que ce film soit en 3e place. Je trouve que c'est une assez bonne place, et je trouve aussi surtout que le style western va très très bien à Tarantino. D'ailleurs, on le sait que c'est un peu son film préféré, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Je croyais que c'était Rio Bravo. Et ben moi j'avais vu dans un livre que j'avais lu sur Tarantino que c'était ce film-là. Enfin dans tous les cas c'est le western. Voilà. Il est très très western et c'est une façon de rendre hommage. Après il a fait Les 8 salopards qui est encore une nouvelle forme de western. Mais pour ce que tu dis Gabriel sur l'idée que les personnages sont un peu tout blanc ou tout noir dans sans mauvais jeu de mots bien sûr dans Django. Moi, je pense à Inglourious Basterds, ou c'est pas un peu le cas aussi, du coup? Eh bien, justement, dans Inglourious Basterds, moi, j'ai toujours en scène, j'aime beaucoup Inglourious Basterds, et j'ai toujours en scène Mélanie Laurent projetée sur l'écran avec les flammes pendant que les nazis brûlent. T'as toujours en quoi l'image de Mélanie Laurent projetée. Ouais. Et dans cette scène, elle est là, elle éclate d'un rire machiavélique en levant les yeux, il y a les flammes derrière, etc. Oui. Et quelque part, même si c'est l'héroïne résistante, elle est montrée un peu comme un super méchant de James Bond, un super bon. Et du coup, ça crée une distance en fait. C'est-à-dire que... Et puis, même dans Inglourious Basterds encore, avec l'ours juif, avec cette horde de soldats américains qui éclatent des gens à la batte de baseball, etc. Bon, c'est des nazis, donc on a le droit, mais il y a quand même une brutalité, une violence qui vient mettre une touche de nuance, même dans un sujet aussi grave que la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est présent dans Inglourious Basterds et qui est complètement oublié chez Django. Et ce qu'on retrouve chez Tarantino, d'ailleurs, il y a ce motif-là de reprendre des événements historiques et créer une sorte de vengeance, se venger de l'histoire, se venger pour Once Upon a Time in Hollywood de l'assassinat de Sharon Tate par la tribu de Charles Manson, se venger dans Inglourious Basterds des nazis, dans Django Unchained, donc qui est 3e pour les auditeurs, se venger des esclavagistes. Il y a ce truc-là qui revient fréquemment et qui est aussi jouissif et qui fait peut-être aussi un peu ce qui est Tarantino, quoi. Le fait de se permettre vraiment de massacrer des personnes, et ce qui est plus du coup cette idée de vengeance. Après, elle est déjà là dans Kill Bill, mais Kill Bill, on prend pas un événement historique, tandis que les autres, ils confrontent l'histoire à ça. Et Once Upon a Time in Hollywood, c'est comme Il était une fois, c'est une version alternative d'Hollywood. Si Sharon Tate n'avait pas été assassinée, Sharon Tate est... Oui, mais justement, dans cette lutte contre l'histoire, dans cette volonté, justement, comme tu dis, très Tarantino, de faire des vengeances contre l'histoire, moi, en regardant Django, je trouve qu'il flatte nos bas instincts avec ce manque de second degré. C'est-à-dire qu'il nous dit exactement tout ce qu'on veut dire. Or, précisément, la force de Tarantino, c'est d'être capable de nous donner des rédemptions de personnages comme dans Pulp Fiction, où finalement... à la fin, il a beau citer toujours la Bible, il a beau dire qu'il s'est rangé, on sait pas absolument pas ce qu'il va faire après, ou est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va revenir. Et donc, il y a toujours une façon de pas nous donner exactement ce qu'on veut pour nous pousser plus loin. Et alors, dans Django, je trouve qu'il nous passe de la pommade, et c'est assez surprenant pour un film du réalisateur, je trouve. Justement, je vous propose qu'on se dise un peu quels sont nos troisième meilleurs films de Tarantino. Commençons avec toi, Julia. Eh bien, moi, j'ai longtemps hésité, justement avec Django, mais je ne l'ai pas choisi finalement. Et du coup, j'ai choisi Reservoir Dogs en troisième. Ah, d'accord. Et pourquoi ? Parce que je trouve que déjà, je trouve ça assez intéressant de filmer un film sur une casse, mais sans filmer la casse en elle-même, de filmer juste l'après. Je trouve que l'approche de l'histoire...
cette manière non linéaire qu'il a fait dans la plupart de ses films. Qui Ça revient fait partie souvent, de sa oui. patte, mais je trouve que dans ce film, elle est particulièrement présente et j'aime aussi l'histoire qu'il y a derrière ce premier film, le fait qu'il ait écrit le scénario quand il travaillait encore au vidéoclub Vidéo Archive. Ouais. C'est toute l'histoire derrière, le fait qu'il n'avait quasiment aucun moyen, qu'avant la sortie de ce film, il vendait des scénarios pour se faire de l'argent en écrivant le scénario de True Romance et de Pulp Tueur Fiction Né. et Pulp Et Fiction tu en aussi. es, ouais, c'est ça. Et il avait Les, écrit Pulp Fiction exactement Les avant histoires, Reservoir Dogs. oui, c'est ça, Ouais. les histoires de Pulp Fiction, il les a écrites avant. Donc voilà, c'est le film en lui-même, mais aussi toute l'histoire derrière, tout le processus jusqu'à la sortie du film, et qui a fait un petit peu l'effet d'une bombe à sa sortie, et qui a directement fait monter Tarantino parmi les tops, alors que c'était juste son premier film, quoi. Je trouve ça assez impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant, c'est sûr. Gabriel, toi, ton troisième meilleur Tarantino. Moi, je me suis vraiment creusé les méninges entre Inglourious Basterds et Reservoir Dogs, et je pense que je vais aussi dire Reservoir Dogs. Ah bah voilà, on est... précisément parce que je trouve que la performance de Tim Roth dans ce film m'a vraiment écrasé, et puis c'est tellement enlevé de loin. On a l'impression qu'on nous montre pas ce qui est intéressant, mais en fait tous les discours sont extrêmement dynamiques, et donc on n'est jamais lâché, on veut toujours savoir plus. La montée dans la violence est très maîtrisée pour que finalement dès qu'elle arrive on soit à la fois secoué, mais on peut le prendre même encore avec l'humour de Tarantino. Puis d'ailleurs la scène de l'oreille, le choix de ne pas la montrer, de ne pas montrer l'oreille coupée. Enfin, c'est tous ces petits partis pris. Et d'ailleurs, il y avait un des journalistes de la revue Positive qui avait entendu que l'oreille coupée du film, Tarantino l'avait obtenue à une boîte, dans une boîte d'effets spéciaux, contre un scénario qu'il leur avait fourni. D'accord, ok. Alors, Elsa n'est pas là, mais Elsa avait quand même travaillé ce débat, tout ça, donc on pense à toi, elle Elsa. nous a communiqué son classement. En troisième place, Elsa, mais Kill Bill 1. Donc, bon, voilà, on va pas commenter parce qu'elle n'est pas là, mais en tout cas, pour Elsa, c'est Kill Bill 1. Et en ce qui me concerne, moi j'ai mis Once Upon a Time in Hollywood, son dernier film, parce que je le trouvais très intéressant. Et quand je l'ai vu la première fois, j'ai été un peu surpris, ça m'a étonné parce que je le trouve un peu long quand même pour ce qu'il raconte. Et finalement, le revoyant, je l'aime quand même vraiment beaucoup pour tout cet hommage au cinéma de cette époque-là. On sent que c'est le cas, hein, c'est un énorme cinéphile. Tarantino, il va souvent au Festival Lumière de Thierry Frémaux où il repasse d'anciens films. C'est un habitué, et c'est un réalisateur qui a une grande culture et qui travaille donc dans un vidéoclub, ce qui l'a aidé à ça. Et Once Upon a Time in Hollywood, je trouve que c'est un bel hommage à ça. Il y a cette séquence de fin que moi j'adore, que je trouve pas too much, mais que je trouve incroyable, avec Brad Pitt et DiCaprio. Je trouve que les deux sont sensationnels. Voilà, il y a juste Al Pacino, on sait pas trop ce qu'il fait là. Je trouve qu'il est pas particulièrement utile, on le voit au début, puis il revient plus. Oui. Mais justement, c'est le seul petit truc dommage que je trouve dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est que le duo est exceptionnel, Brad Pitt, DiCaprio, mais du coup, autour, je trouve que c'est moins fort. Oui, c'est un peu vide. Que ces autres films, en fait. C'est la chose qui me déçoit un peu dans ce film. Peut-être qu'il s'est un peu trop reposé sur ce duo. Le duo est incroyable, mais du coup, il porte absolument. Il y a des séquences incroyables. Le combat entre Brad Pitt et Bruce Lee. Oui, et Bruce Lee. L'échange que je trouve incroyable entre DiCaprio et cette petite fille qui lui dit qu'il joue bien, et lui, ça le touche énormément. Je trouve que c'est un film qui est plein c'est des petites choses, en fait. J'ai l'impression que d'habitude Tarantino c'est quand même des gros traits, c'est un peu plus gros, et là en fait c'est plein de petites choses qui font un film, donc c'est une autre appréhension. Je pense que c'est ce qui m'a plu dans ce film là. Et moi je trouve qu'il y a une subtilité de narration dans Once Upon a Time qui m'avait beaucoup touché. C'est que précisément il faut connaître l'histoire de Sharon Tate pour être touché par le film. Et à la base, je craignais que ce soit un peu excluant du coup, et de me dire que les gens qui allaient voir le film, s'ils savaient pas qui était Sharon Tate, ils devaient se demander ce que faisait Margot Robbie pendant tout le film. Oui, c'est sûr. Parce que vraiment, elle vit sa vie. C'est ça. Alors que dès qu'on connaît l'histoire, on sent vraiment l'épée de Damoclès autour de sa tête. On se dit, ça va vraiment terminer comme ça. Elle va encore mourir. Moi, au cinéma, j'étais vraiment en mode non, mais je trouvais ça désagréable de nous faire suivre tout ça, de la voir autant, et je me disais, mais attends, tout ça pour qu'à la fin elle meure, non, j'ai pas envie de voir ça. Et du coup, finalement, la fin, ça qui est d'autant plus jouissif quand tu vois que la fin se termine comme ça. Voilà, ça c'est ce qui aurait dû se passer, quoi. Par contre, j'aurais aimé plus voir l'acteur qui joue Charles Manson.
Parce que la ressemblance est tellement incroyable elle est que forte, voilà, on l'a vu un petit coucou comme ça, j'ai trouvé ça trop rapide. Mais d'ailleurs, saluons notre marraine Lou Howard qui double l'un des personnages qui brûle dans la piscine, celle qui brûle dans la piscine, c'est Lou Howard qu'on salue. Avant de passer à la deuxième place des auditeurs, petite question, est-ce que donc Tarantino a un style identifiable? Bon, c'est une question un peu bateau, mais quel est ce style, disons plutôt, parce qu'il en a un a priori, Gabriel. La question est rhétorique, mais c'est normal de la poser quand même. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai commencé à revoir les films pour préparer cette émission. C'est à quel point les personnages sont cool. Ouais. Et en fait, il y a une espèce de volonté de les mettre en avant dans leur flegme, dans leur longue discussion. On montre toujours qu'ils ont un certain esprit, qu'ils ont une répartie. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça fait aussi plaisir de voir un Tarantino, c'est que il nous montre des personnages qu'il écrit pour être extrêmement fins et extrêmement classe. Et genre, donc il accorde une importance particulière à bien les habiller. Il écrit vraiment leur dialogue au couteau. Enfin, c'est vraiment très... les personnages dégagent une maîtrise, et je pense que c'est aussi dû au fait que Tarantino aime bien montrer des gens qui sont professionnels dans leur domaine. Dans Once Upon a Time, Brad Pitt se bat contre des hippies, et c'est une star d'action. C'est pour ça que... Enfin, c'est un cascadeur, c'est pour ça qu'il sait bien se battre. Dans Django Unchained, c'est Christopher Waltz qui joue... c'est un chasseur de primes, donc lui aussi, il est extrêmement à l'aise dans son métier, il connaît tous les ressorts, etc. Et ça traverse toute la filmographie de Quentin Tarantino. Uma Thurman, qui est une tueuse professionnelle qui faisait une ancienne du clan de Bill dans Kill Bill. Et donc, il y a une volonté de montrer des personnages qui maîtrisent leur environnement, qui sont extrêmement à l'aise, qui ont beaucoup de répartie, un esprit très fin. Et je pense que ça marque vraiment le cinéma de Tarantino. C'est cette patte-là, et toi, Julia? C'est marrant parce que il n'a pas un seul style identifiable, mais en fait, je trouve qu'il y a énormément de choses qui font qu'on reconnaît que c'est un film de Tarantino, mais en même temps, en un plan, on peut reconnaître, enfin je trouve ça, il y a énormément de choses, il y a, comme tu disais, les dialogues, au niveau des personnages très travaillés, même au niveau des plans, il a une manière de filmer super identifiable, quoi. Les pieds, très important, il faut parler des pieds. Si on voit des pieds nus dans un plan, c'est forcément un film de Tarantino. Il se cache quelque part. Et aussi les références cinématographiques qu'il met dans ses films. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément chez lui, c'est qu'on reconnaît à quel point il aime le cinéma, que le cinéma, c'est toute sa vie. Et à côté d'être réalisateur, le cinéma fait aussi partie de sa passion. Et je trouve ça génial pour des gens, par exemple des cinéphiles, de voir des petites références, mais ça peut se jouer à un détail, je sais pas, un poster par exemple dans une chambre d'un décor. Pour Django, justement, on citait Django Unchained, il y a un acteur du film original, Django, qui était réalisé par Sergio Corbucci, 65, c'est Franco Nero qui tenait le rôle principal, et Tarantino, vu que c'est un grand fan du film, il a proposé à l'acteur de faire un caméo dans Django Unchained, c'est lui qui joue le patron du bar. Donc il y a ce truc là de référence cinématographique par des acteurs, par des citations, et effectivement c'est ça aussi Tarantino. Et dans le côté aussi cinéma, il faut aussi montrer que les personnages de Tarantino dans ses films sont aussi cinéphiles. Et partout, très souvent dans les films de Tarantino, ils regardent du cinéma, voire même jusqu'à l'apogée. Faut exploser un cinéma. Mélanie Laurent utilise des pellicules pour brûler des gens. Enfin, il y a toujours même dans Once Upon a Time in Hollywood, où quelque part la scène, le climax, c'est quand même avec un outil de cinéma qu'il réussit à repousser la menace. Le lance-flamme, le fameux lance-flamme, accessoire d'un film. Le fameux lance-flamme, c'est des personnages qui regardent des films. Il y a toujours un écran quelque part qui projette quelque chose, et hormis gros anachronismes comme dans les westerns où là il y a forcément pas de cinéma, il y a toujours on nous montre toujours des images de gens qui regardent des films, qui en parlent, etc. Mais d'ailleurs, moi je dirais aussi une dernière chose, style identifiable, il y a aussi la musique, parce que souvent il n'a pas de compositeur, c'est lui qui choisit des musiques, qui va des musiques préexistantes, qu'il intègre à ses films, et il fait un choix de musique. On se souvient quasiment de la musique, bien sûr Pulp Fiction c'est assez simple, mais on se souvient de plein de musiques de ces films. Once Upon a Time in Hollywood, la bande originale est superbe, et c'est aussi ça Tarantino, mais c'est ça qui fait que peut-être c'est un cinéaste qu'on aime tant, parce que tout est poussé, le scénario, la réalisation, la mise en scène, la musique, le jeu d'acteur, tout est quasiment tout va très loin chez Tarantino. Oui, puis il fait plaisir à ses spectateurs qui aiment le cinéma Tarantino, parce que comme on dit, il fait beaucoup de citations, beaucoup de remarques, il reprend beaucoup des acteurs d'un milieu à un autre, et ça
ça donne un plaisir de visionnage qui est fort, parce que quand on regarde un film de Tarantino, il y a toujours un moment où on dit mais je connais ça aussi. Ouais. On a toujours une il y a un référence, dialogue avec lui en fait en permanence. Bah justement, je vous propose maintenant de passer à la deuxième place selon les auditeurs. Le deuxième meilleur film de Quentin Tarantino, eh bien c'est Kill Bill, le premier Kill Bill, sorti donc en 2003, si je dis pas de bêtises. Oui. Je crois que le 2 est sorti en 2004, 2004, oui. ce diptyque. Donc écrit par Quentin Tarantino, d'après une idée de Quentin Tarantino et Uma Thurman. C'est pour ça qu'au tout début, il y a le Q et A, c'est ça, le Q et H, le Q et U. Je vais y arriver, je suis fatigué. Le Quentin et Urma quoi. Voilà, c'est ça, et c'est bien ça. Et donc voilà, écrit par eux. Pareil, est-ce que ça vous surprend ou pas, Gabriel, je t'en prie? Alors ça me surprend pas, et je trouve que c'est un très bon choix de deuxième place. C'est quand même une saga qui fait extrêmement plaisir à regarder. On attrape un peu ce qu'on disait, quelque part les références. Il y a une chorégraphie incroyable qui est mise en place. Il y a un jeu avec les couleurs, des effets presque cartoon, le fameux double regard avec la musique qui accélère, etc. Ouais. Donc c'est un film qui regorge de choses qui font extrêmement plaisir à voir, donc je comprends tout à fait qu'il soit dans cette place-là. Julia, toi, pareil, ça te surprend pas? Et question que je rajoute, est-ce que tu t'attendais plus au 2 avant le 1, ou ça te surprend pas que ce soit Kill Bill 1 et non le 2? Alors déjà, le fait que Kill Bill 1 soit deuxième selon les auditeurs, ça ne m'étonne pas du tout, et je trouve que c'est un excellent choix. Je trouve ce film exceptionnel. Oui. Et ça ne m'étonne pas non plus que ce soit le 1 avant le 2, parce que déjà souvent en règle générale les premiers sont un peu plus cultes, et c'est vrai que je trouve qu'en les revoyant, les scènes dont on se souvient le plus sont dans le 1. Mais le 2 est aussi... je le trouve aussi génial, hein, mais je suis d'accord que le 1 est meilleur, mais je trouve ce film incroyable. Alors pareil, au niveau des références, il y a plus de 80 références cinématographiques dans Kill Bill. C'est assez impressionnant. Django, en fait, il faisait un hommage au western, et là, on est donc sur l'hommage au film d'arts martiaux, quoi. Au film de Bruce Lee qu'on a cité, tous ces films-là. Et je trouve que c'est absolument bien maîtrisé. La tenue d'Uma Thurman, d'ailleurs, c'est fait hommage à Bruce Lee dans Le Jeu de la mort. Exactement, oui, tout à fait. D'ailleurs, il voulait vraiment que ce soit Uma Thurman qui interprète ce personnage-là, parce qu'elle elle était enceinte, et du coup, il a fait reporter le tournage pour que ce soit elle. Et malgré le fait que donc c'est le studio Miramax qui était dirigé par les frères Weinstein, et ils ont tenté de placer Patricia Arquette, mais non, lui, il a insisté, quitte à repousser le tournage, qui du coup il a pu mieux préparer le film en pré-production. Julia, tu veux dire quelque chose? Oui, non, et puis juste pour confirmer ce que tu dis, il voyait de toute façon personne d'autre dans ce rôle. C'était impossible, le rôle était même écrit pour elle. Enfin, ils l'ont écrit ensemble. D'ailleurs, sur le plateau de Pulp Fiction, c'est là où ils ont commencé à avoir l'idée. C'est elle qui a parlé, pourquoi pas faire un film sur l'une des plus grandes tueuses du monde qui se venge, le tout dans un univers un petit peu de la pègre. Et aussi, je voulais dire une dernière chose, ce que j'aime beaucoup aussi et ce que je trouve fait de manière ingénieuse, c'est le mélange stylistique d'avoir inséré du dessin animé manga, et puis de faire aussi le petit passage fait par les studios de Ghost in the Shell, par exemple, de ces dessins animés là, et puis aussi le petit passage en noir et blanc où à l'image ça repasse en couleur au moment où elle cligne des yeux. Enfin, je trouve que c'est vraiment, tout est fait de manière très subtil, et puis bon, toujours les dialogues sont... Il y a une inventivité effectivement de la mise en scène, et il y a toujours, comme toujours chez Tarantino, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a toujours beaucoup de sang. Est-ce que vous avez une estimation des litres de sang utilisés pour les deux films? Non, pas du tout. Je vais dire 1000, allez. Litres? 1000 litres de faux sang, bien sûr. J'ai dit 100, mais c'est pas du vrai sang. J'aurais dit plus, allez... Bon, 800. Du coup, t'es plus proche. C'est 500. J'hésitais. J'ai eu peur de vous décevoir après ce 1000, mais non, c'était que 500, mais c'était déjà beaucoup. 500 litres de faux sang utilisés pour le tournage des deux films, c'est déjà pas mal. Quels sont vos choix? Quels sont vos deuxièmes Tarantino préférés, Gabriel? Moi, je vais mettre Pulp Fiction. Pulp Fiction, ok, du coup, très bien. En deuxième place, donc bon, je pense qu'on pourra sûrement le retrouver plus tard. On va voir, est-ce que les auditeurs l'ont mis en première position dans le classement. Mais effectivement, c'est un film culte. Mais c'est un film emblématique, et surtout, moi, c'est un film que j'ai mis du temps à apprécier, parce qu'il y a tellement d'éléments différents dans le film. Par exemple, la première fois que je l'ai vu, je pensais que tout le segment avec Bruce Willis, je me demandais si c'était une digression ou quelle place ça jouait à l'intérieur. Et ça permet de créer en fait un espèce d'univers au-dessus des deux, du duo Travolta
Travolta et Samuel L. Jackson. Et c'est aussi ça la force de Pulp Fiction, c'est de montrer un univers riche en dehors de ce qui devrait monopoliser l'attention en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie qualité du film. Julia, toi, quel est ton deuxième meilleur Tarantino? Eh bien, moi, c'est Inglourious Basterds. Ah, comme Elsa d'ailleurs, j'en profite pour placer le choix d'Elsa. Pourquoi rapidement Inglourious Basterds? Je trouve ce film fou. Enfin, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait de faire un film, d'oser faire un film sur un sujet aussi touchy, comme Django, mais là, autour de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme et de la Shoah, bien sûr. Exactement. Et je trouve que ça a été fait mais de manière tellement bien écrite. D'ailleurs, je crois le scénario, il a mis plus de 10 ans à le réfléchir et à le mettre en place. Et d'ailleurs, au début, il pensait prendre le rôle d'Aldo Rain pour lui. Ouais. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, il a imaginé Brad Pitt et il s'est dit, en fait, ça ne peut être personne d'autre que Brad Pitt dans ce rôle. Et voilà, je trouve aussi que tous les acteurs remplissent parfaitement leur rôle. Mais d'ailleurs, il y a aussi pour le rôle de Christophe Waltz, au début, je crois qu'il a proposé à DiCaprio, mais DiCaprio a dit non, il faudrait plutôt que ce soit un acteur germanophone. Qui l'interprète, un Allemand, et donc c'est pour ça il est autrichien, Christopher Waltz. Oui, effectivement, mais bon, il parle même italien dans le film. On est plus proche que de DiCaprio, et après c'est pour ça que finalement il l'a écrit spécialement pour Django Unchained. Il a écrit le rôle de Calvin, je crois qu'il s'appelle, spécialement pour, sauf si je dis une énormité, mais Landa. Le rôle de Django. Ah oui, non, pardon. Dans Django Unchained, le rôle de DiCaprio dans Django Unchained, c'est écrit spécialement pour DiCaprio parce qu'il ne l'avait pas eu pour Inglourious. Donc il voulait vraiment tourner avec, et c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. Oui, Julien. Je veux juste rajouter, du coup, comme on parle des langues, je trouve aussi que Tarantino, il a un talent pour gérer justement le mélange des langues dans un seul film. Et dans Inglourious Basterds, je trouve que c'est réalisé à la perfection. C'est vraiment c'est ce qui... Il y a du français, ça donne aussi un peu de charme au film, de l'italien. Je trouve que ça fait aussi beaucoup de charme dans le film, et peut-être que tout aurait été en anglais ou ça aurait pas du tout été le même résultat. Et tout à l'heure, on parlait du style identifiable de Tarantino, on parlait de ses citations, et c'était et comme on a toujours le petit jeu de piste de savoir un peu d'où viennent les plans, d'où viennent les images qu'on voit, on se rend compte que dans Inglourious Basterds, il y a beaucoup de scènes qui sont tournées comme des westerns. Notamment l'icône de la ferme isolée et le mal qui arrive. Donc là c'est des nazis et c'est pas des desperados, mais il y a encore les mêmes façons de tourner, les mêmes citations, et retrouver du Sergio Leone presque dans un film sur la Shoah. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu que Tarantino qui a su le faire comme ça, très fort. Moi, mon choix de deuxième meilleur Tarantino a été évoqué plus tôt par les auditeurs. C'est Django Unchained, que tu n'aimes pas toi, Gabriel, mais moi que j'aime beaucoup et que je place en deuxième position. Rapidement, avant de passer à la première place, quel est le pire film de Tarantino, Gabriel? Django Unchained. Bon, tu nous as déjà un peu développé pourquoi tout à l'heure. Aucune hésitation, Julia. Pour moi, c'est Boulevard de la Mort. Ah oui, pourquoi rapidement? Eh bien, alors malgré que j'aime bien la fin et puis le fait de faire un petit peu un côté girl power, voilà. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était le moins mémorable en fait. Je le qualifierais même de film un petit peu expérimental en fait de la part de Tarantino. J'ai un peu l'impression qu'il a essayé de mettre un petit peu plein de genres dedans, de faire un petit peu d'effets stylistiques différents, mais finalement l'ensemble ne devient pas culte et homogène par rapport à tous ces autres films. C'est vraiment, mais je dirais, le mot pire n'est pas forcément le bon terme. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais film, mais il est bon, mais par rapport au reste de sa filmographie, je dirais que c'est moins. D'ailleurs, en général, c'est celui que personne connaît. Oui, c'est celui, je vais pas mentir, dans le sondage, vous avez été très nombreux à répondre et personne n'a cité Boulevard de la Mort. Voilà. Et c'est celui qui arrive aussi, du coup, en dernier. Ils ont tous été cités, les Tarantino, sauf un, Boulevard de la Mort. Donc, c'est celui qui arrive en dernière position. Je spoil, il n'est pas à la première place parce qu'à la première place, il y a Pulp Fiction, sorti en 1994, écrit par Quentin Tarantino, d'après des histoires de Tarantino et aussi de Roger Avary. Et donc, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1994. Donc, un film. Est-ce que c'est le plus culte de Tarantino ou pas, Gabriel? Oui, je pense. C'est pour ça qu'il arrive en première place. Je pense que c'est le plus culte. D'ailleurs, c'est celui qui nous donne les mêmes avec John Travolta qui regarde un peu dans le vide. Oui. Et en fait, c'est un film qui est tellement qui regorge tellement d'imagerie. C'est-à-dire que dans Reservoir Dogs, quand Reservoir Dogs était sorti, on avait déjà dit qu'on voyait un peu tout Tarantino à l'intérieur. Mais avec Pulp Fiction, en plus, il étend beaucoup plus le terrain de jeu.
Et puis il mobilise des personnages encore plus variés, il ose raconter des histoires qui forcément perdent un peu le spectateur pour le rattraper ensuite. Il joue avec la chronologie de façon vraiment brillante, qui fait que d'un côté on se demande ce qui va se passer, de l'autre on n'est jamais vraiment perdu. Donc c'est son film emblématique, puis c'est lui, entre guillemets, qui a un peu lancé dans la critique en France et même à l'international le fait qu'on pouvait aimer Tarantino et être vraiment cinéphile. Enfin, c'est un peu le film qui a rendu la cinéphilie cool en fait. Voilà, c'est vrai qu'il a été adoubé par Cannes, donc tout de suite Cannes qui est quand même le temple du cinéma un peu d'auteur, donc ça a tout de suite fonctionné. Julia. Et puis même le fait aussi que ce soit un film qu'on peut regarder 10 fois et on découvre encore des petits secrets, des petites choses cachées à l'intérieur, et je trouve que c'est ça qui est assez magnifique dans ce film, c'est le fait de toujours, c'est comme des poupées russes en fait. On le regarde une première fois, puis après on rouvre, on retrouve quelque chose à l'intérieur. C'est voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des fausses théories qu'il a infirmé, qu'il a dû infirmer Tarantino, notamment quand t'as un personnage. Alors c'est lequel? Est-ce que tu t'en souviens? Je vois que tu réagis. C'est Marcellus, le personnage de Marcellus qui a un pansement sur l'arrière de la tête, et on dit que ce serait quand on vend son âme au diable. Du coup, ça pourrait être ça. Et la combinaison de la mallette, c'est 666, mais Tarantino a dit non, ça c'est du pur hasard, une pure coïncidence, c'est pas, en tout cas c'était pas sa volonté. Le truc qu'on aurait pu avoir et qui aurait été formidable, c'est que Tarantino avait prévu de base de lier Reservoir Dogs et Pulp Fiction, avec justement les deux Vega, Vincent Vega dans Pulp Fiction et Vic Vega dans Reservoir Dogs, et il prévoyait de réaliser un film qui aurait été un peu un préquel aux deux films qui se seraient passés à Amsterdam, et je pense que ça fait partie des occasions ratées du cinéma qui auraient attiré tout le monde, je pense. Mais comme d'ailleurs il a envisagé, je crois que c'est un peu en suspens ou il va pas le faire, mais moi j'aimerais beaucoup voir un Star Trek de Tarantino. Il nous l'a pas fait l'espace encore, il nous a fait le western, il nous a fait le film de guerre, il nous a le film de gangster, tout ça. On n'a pas eu encore le film de science-fiction de Tarantino, et je pense que Star Trek, donc je dis Star Trek parce que c'était un des projets, ça a été mentionné par Tarantino, et l'idée de faire une suite au dernier qui s'appelait Sans Limite, je crois, faire un nouveau film par Tarantino, j'aurais trouvé ça très intéressant, moi. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Imaginer une suite d'un film de J.J. Abrams par Tarantino, c'est très surprenant, mais forcément. Après, je pense qu'il en aurait fait qu'à sa tête, du coup, il aurait pas forcément respecté. Il aurait rien suivi, non. Oui, il aurait pas respecté l'univers de J.J. Abrams, il aurait fait son Star Trek à lui. Mais c'est vrai que ça aurait été un peu l'occasion de découvrir comment est-ce qu'il aurait placé ses références science-fiction dans ses nouveaux films, puisque comme tu l'as dit, l'univers de la science-fiction, c'est un genre de cinéma dont on voit moins les traces dans son cinéma, quoi. L'horreur aussi, on n'a pas beaucoup vu encore. On voit des références, bien sûr, mais j'aimerais bien voir un film d'horreur par Tarantino, voir ce que ça donne. Ça pourrait bien coller, ouais. Ouais, c'est ça, parce que du coup, avec le sang, tout ça, donc ce serait peut-être plutôt un slasher ou un film de zombies, peut-être. Il a un peu tenté dans Boulevard de la Mort, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Boulevard de la Mort, mais oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas film d'horreur, c'est vraiment un petit peu l'entre-deux, quoi. Oui, moi je veux le voir aller plus loin. Je compte sur Tarantino. Et on attend aussi le film d'Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux par Tarantino, pour voir. Il veut faire. Non, c'est pas un projet. J'apprends quelque chose. Non, mais des dernières infos juste sur Pulp Fiction, avant que je vous demande vous quels sont vos meilleurs films de Tarantino. C'est Uma Thurman qu'on a cité tout à l'heure pour Kill Bill. À la base, elle avait refusé le rôle de Mia Wallace, justement, et c'est Tarantino qui a dû lui lire le scénario au téléphone pour tenter de la convaincre. Donc comme quoi Tarantino il se donne aussi beaucoup. Après, je crois qu'il l'a fait souffrir aussi sur Kill Bill, Uma Thurman. Oui, elle a eu un accident de voiture sur le tournage. C'est ça, il se donne beaucoup oui, parce qu'il était très exigeant. Mais après aussi, pour Kill Bill, il faisait les entraînements en même temps que les acteurs pour justement savoir aussi ce que ça donnait. Pour le plaisir de souffrir comme eux. Pour le plaisir, voilà, exactement. Mais bon, vous, quels sont vos meilleurs films de Tarantino, Gabriel? Pour toi, c'est lequel le meilleur de tous? Je vais dire un film que j'ai découvert en fait pour l'émission, qui est Jackie Brown. Jackie Brown, et je pense que je le mettrais en première place. D'accord. Parce que j'avais jamais vu une telle tendresse chez Tarantino qu'avec Robert Foster, amoureux de Pam Grier, dans Jackie Brown. Et tu disais qu'on n'avait pas encore vu la science-fiction chez Tarantino, et même la romance, je trouve qu'on la voit vraiment peu. Oui, c'est vrai. Et chez Tarantino, il réussit toujours à avoir son esthétique ultra pop, c'est une vraie énergie, les dialogues super ciselés, etc. Mais il choisit
de prendre Robert Foster, et vraiment ça me bouleverse. Il choisit de prendre Robert Foster. On le sent ému là. Pour faire un espèce de jeune premier amoureux de Pam Grier pour l'aider à faire son coup dans Jackie Brown. Et je trouve que c'est un choix de casting tellement ambitieux, tellement surprenant, que moi ça m'a complètement porté dans tout le film. Et puis il y a aussi la performance de Pam Grier et surtout celle de Samuel Jackson, qui ne m'avait jamais autant fait peur que dans Jackie Brown. Je trouve qu'il est vraiment terrifiant en hors d'elle. Il s'appelle le vendeur d'armes et il est vraiment excellent. Et puis De Niro et Bridget Fonda qui font des blagues en fumant de, je sais pas ce qu'ils fument, du cannabis ou Nous ne dévoilerons pas la drogue en elle-même. On fait pas de pub pour la drogue, mais justement les échanges entre Bridget Fonda et de Robert De Niro sont vraiment géniaux aussi. Très bon choix, Julia. Toi, quel est ton meilleur film de Tarantino? Eh bien, on l'a déjà cité dans ce top des auditeurs. Moi, c'est Kill Bill, le premier. D'accord. Ouais. Pour toi, qui arrive directement en première position. Ah oui, je le trouve complet. Que j'avais bien fait de faire ta description sur Kill Bill avec cette femme vivante. Mais c'est ce que je me suis dit au moment de l'introduction, ça pouvait pas mieux tomber. D'accord, ok, très bien. Bon, bah moi, mon choix, ce sera Inglourious Basterds, qu'on a cité pour ce plaisir de voir des nazis souffrir. De voir Hitler se faire buter. Voilà, c'est cathartique. C'est très cathartique, voir ce cinéma exploser. Replay le moment. On est ravis à ce moment-là. Donc, non, mais je trouve que c'est un film qui est très réussi avec des acteurs incroyables. Il y en a un qu'on cite rarement et pourtant qui est super dedans, qui est Daniel Brühl, qui est de toute façon un superbe acteur, mais que je trouve génial dans Inglourious Basterds, qui joue ce nazi, ce jeune nazi, justement jeune premier nazi, qui tente de conquérir Mélanie Laurent, Diane Kruger, incroyable aussi, Brad Pitt, voilà, Christophe Waltz, qui est super. Le casting est super, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la façon de revisiter cette période-là, donc moi c'est ce choix-là. Et Elsa nous a communiqué son choix, c'était donc Django Unchained qui était arrivé en première place, au grand désespoir de Gabriel. Pour vous donner le classement général, en tout donc première place j'ai dit Pulp Fiction, la deuxième Kill Bill, la troisième Django Unchained, quatrième place selon les auditeurs c'était Reservoir Dogs, qui arrivait donc en quatrième, cinquième à égalité Inglourious Basterds et Jackie Brown, et sixième Kill Bill 2, Once Upon a Time in Hollywood et Les 8 salopards, et donc pas de Boulevard de la Mort dans ce classement, mais tous les autres qui sont arrivés quand même à des places, mais bon ouais, c'était un peu serré, ça s'est joué je crois à quelques voix pour ce podium des trois premiers. Mais vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire quel est votre film de Quentin Tarantino préféré. Vous pouvez nous dire ça en commentaire sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5 ou alors sur notre chaîne YouTube dans les commentaires. Sunday Night Ciné-Série, vous pouvez justement activer la cloche pour découvrir tous ces épisodes. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Rendez-vous vendredi sur Clapement 5 pour un épisode blind test au thème mystère. Ce sera à vous de trouver quel est le thème de ce blind test, dans lequel en plus les clappeurs tenteront de vous faire remporter le DVD du film Snowpiercer de Bong Joon-ho, donc c'est quand même du très lourd. Et voilà, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.